Entretien des Patriotes, bonjour à tous. Louis Fouché, Didier Raoult, Jean Lassalle, sont-ils des complotistes, des dynamiteurs ou tout simplement des héros? Avant de répondre à ces questions, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à mon travail en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Chantal Rianne et Yves Mermet. Merci du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, plus de 1000 hier, les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Alors, je suis attaqué quotidiennement et je ne sais pas exactement qui sont mes adversaires en ce moment. En tout cas, mes vidéos au niveau de la rémunération, de la publicité sautent les unes après les autres. Je fais des réclamations et à chaque fois, je gagne. Donc, il y a manifestement des gens qui essaient de m'interdire. Mais voilà, je suis en Australie. La loi australienne est très pointilleuse sur la liberté d'expression. Nous verrons donc la suite. Sinon, vous avez été très nombreux à me dire que ce sont des collabos, qu'ils sont également complices. En effet, les députés ne devraient pas accepter ce qui est en train de se passer, et c'est simple. Les lois ne sont plus votées, elles sont imposées dans une certaine mesure par ce 49.3 comme des décrets. C'est-à-dire qu'il y a un président, un gouvernement qui gouverne par décret sans en demander à la représentation populaire. C'est un véritable scandale démocratique. Et que dire de cette nouvelle facétie d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron propose une autonomie à la Corse. A-t-il consulté la représentation nationale? A-t-il consulté les Français? Non, c'est une idée qui lui est sortie comme cela. Mais c'est extrêmement dangereux, on le sait, puisqu'on risque d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cela n'a pas tardé, évidemment. L'ouverture d'Emmanuel Macron pour bâtir une autonomie à la Corse a été aussitôt saluée par le président de région, en particulier le breton Loïc Chesnay-Girard, qui a réclamé la même chose pour s'affranchir d'un centralisme passéiste. Catastrophique décision de Macron qui maintenant désagrège ouvertement le pays. Honte à ceux qui ont voté pour cet homme, vous assistez à un liquidateur. Et tous les députés qui ne disent rien, également complices. On se rappelle qu'il y avait un ancien projet européen de défaire la France pour casser sa puissance en différentes régions. On a l'impression qu'Emmanuel Macron met en place, hélas, ce sinistre projet. Il faut mettre l'attitude du chef de l'État avec son ancien mentor, François Hollande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait eu des entretiens avec deux journalistes du Monde, David et l'Homme, et cela avait donné un livre. Un président ne devrait pas dire ça. À l'intérieur, François Hollande se confiait, la France risquait la partition, risquait la guerre civile. On a l'impression qu'Emmanuel Macron accélère le calendrier. Au lieu d'essayer de réconcilier les Français, de leur redonner de la fierté, il fait tout pour les cliver, il fait tout pour les humilier. Et dans ces conditions, il faut écouter Philippe de Villiers avec beaucoup d'attention. La chute de l'Empire romain nous a appris qu'un peuple qui choisit des esclaves plutôt que des citoyens romains qui ne veulent plus travailler et qui ont pour devise mourir en s'amusant est un peuple qui va mourir de l'accueil. Quand les peuples perdent le goût, le sens de la frontière, on ne peut plus rien faire pour eux. Philippe de Villiers a bien raison d'insister sur la notion de frontière. Il y a une règle absolue au niveau des démocraties et de la liberté. Vous ne pouvez exercer votre mandat de citoyen que dans un espace géographique restreint, votre pays. S'il y a un échelon supérieur, vous ne vivez plus en démocratie et c'est ce qui est arrivé avec l'Union européenne. Vous ne pouvez plus rien faire contre Pustula, vous ne pouvez plus rien faire contre Thierry Breton, vous ne pouvez plus rien faire contre les mesures qui sont prises à Bruxelles et qui vont à l'encontre de vos intérêts. Quant à la représentation nationale, vous avez compris, cela devient une énorme mascarade. Montesquieu avait écrit, il y a fort longtemps, au XVIIIe siècle, que celui qui confie les clés de sa maison à un étranger ne doit pas s'étonner que celle-ci soit pillée et brisée. C'est ce qui est en train d'arriver à notre pays. Nous vivons donc des temps très difficiles. Cela nous rappelle, les temps difficiles créent des hommes forts, c'est peut-être des résistants, je vais en parler dans quelques temps. Les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Oui, nous sommes dans la période des temps difficiles, donc on espère que des hommes forts vont se lever. Car que dire de notre pays? Que dire par exemple de la liberté d'expression? Qui détient les clés aujourd'hui de notre liberté d'expression? C'est un milliardaire américain, Elon Musk. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Quand on se tourne partout en France, on ne voit que ruines. Et les nouvelles nous arrivent, hélas, toujours dans le même sens. Doigt d'honneur à Emmanuel Macron en Alsace. Les manifestants condamnés à 100 et 200 euros d'amende. À combien avait été condamné Dupond-Moretti, ministre de l'Injustice à deux vitesses? Et que dire d'Emmanuel Macron qui voulait les non-vaccinés? Est-ce que c'est pas une forme de doigt de déshonneur par hasard? Comment se fait-il que ces gouvernements qui passent leur temps à cliver, insulter les Français ne soient jamais sanctionnés, tandis que ceux qui les répondent sont durement sanctionnés par la justice? Épouvantable. Et d'ailleurs, vous m'avez fait part de votre stupéfaction devant ce juge particulièrement immonde qui se permettait des commentaires et qui donnait une justice inversée. Mais là encore, comment s'en étonner lorsque vous avez Dupond-Maserati, ministre de la Justice? Et que dire de Nono Le Maire? Non, les Français ne s'appauvrissent pas. Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Bruno Le Maire, ministre dilaté de l'économie et des finances. Mais comment peut-on mentir avec un tel aplomb sur un plateau de télévision sans être contredit par la journaliste? Évidemment, ils ne choisissent pas les plus intelligentes. Parce que la réalité, vous la connaissez, les Français s'appauvrissent. Il y a un déclin de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, par rapport au reste du monde. Nous savons qu'une grande partie des fonctionnaires ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, que les plus humbles ont du mal à se chauffer, à se nourrir, qu'ils se privent de tout, et que c'est nouveau depuis Emmanuel Macron. Et vous avez un ministre qui vous dit « non, ce n'est pas vrai ». C'est un mensonge frontal, mais c'est aussi un moyen de culpabiliser, de psychiatriser les Français. Vous n'avez pas conscience du réel, nous dit Bruno Le Maire. Une inversion accusatoire. Il va nous ressortir le coup du ressenti de la pauvreté. Et si vous insistez trop, eh bien, vous avez le père Fouettard, Éric Woerth, qui n'hésite pas à faire un peu d'intimidation dans une certaine mesure. En France, dès qu'on se retourne, il y a la possibilité d'être aidé à un moment, il faut arrêter de pleurer surtout, il faut arrêter de chouiner, alors que beaucoup de Français ont faim. Pour véhiculer de tels bobards, il faut absolument l'aide des médias. Eh bien, c'est ce que fait LCI, monument de propagande gouvernementale mensongère sur TF1. Pas un moment où expliquer que le coût de revient de l'électricité est de 6 centimes et le prix de vente de 37 centimes. 23 centimes payés par les Français et 14 par l'État. Il faut absolument sortir du marché européen de l'électricité. En fait, on vous explique que le bouclier tarifaire va sauter et que vous allez connaître de fortes hausses d'électricité, mais ce n'est pas la faute du gouvernement. Si c'est la faute du gouvernement qui pourrait intervenir. Et les résultats, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, eh bien, c'est une augmentation dramatique de la pauvreté. Et on apprend maintenant, chez les moins de 18 ans, en 2022, 24,7% des enfants âgés de moins de 18 ans dans l'Union européenne étaient menacés de pauvreté et d'exclusion sociale. France, 27,4%. Nous sommes 6e. Un drame national. Par ailleurs, certains d'entre vous m'ont expliqué qu'ils étaient dans le déni du réel. Ah, pas du tout. Le déni du réel, c'est que vous refusez de voir la réalité. Eux, ils la connaissent très bien. Mais par cynisme, ils sont obligés de refuser ce réel parce que ça les obligerait à politiquement à assumer le bilan de leur politique. Alors c'est le coup du ressenti, c'est le coup de la culpabilisation, de la psychiatrisation, de l'intimidation, et puis d'autres astuces rhétoriques et de communication. Ils trouvent un bouc émissaire et aujourd'hui ce sont les industriels. Inflation, le gouvernement veillera à ce que les marges des industriels restent raisonnables. Mais qui peut croire une chose pareille? Est-ce que Bruno Le Maire va arriver à intimider les multinationales qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas sur le sol français? Tout cela, ce n'est que de la communication, ce n'est que du vent. Et puis le 2 octobre commence la campagne de vaccination et on a l'impression qu'on assiste à une opération de communication préventive contre tous les médecins de la résistance. Ils sont humiliés dans la presse sur les plateaux de télévision. Le premier d'entre eux, Didier Raoult, et c'est Agnès Buzyn qui ouvre le bal. La personnalité de Didier Raoult est, elle, anecdotique. Il y en aura d'autres dans d'autres crises. La question, c'est comment les institutions bloquent ce genre d'individus, comment elles sont capables d'expliquer ce qu'il se passe.
Ces propos d'Agnès Buzyn sont tenus sur le plateau de la 5 en présence du malveillant et du harceleur anti-Raoult, Patrick Cohen. Et ils vont reprendre des propos que Didier Raoult a tenus dans un livre de 2015 au sujet des corsaires. Didier Raoult semblait en effet anticonformiste. Et ils accusaient donc Didier Raoult d'être une sorte de dingue, d'aller à l'encontre de la science, et notamment sur le cancer de la peau. Alors, j'ai retrouvé un article de 2015 pour savoir de quoi il s'agissait. La seule recommandation valable, selon moi, est d'éviter les coups de soleil à répétition chez les enfants à peau claire, explique Didier Raoult dans son livre. La consommation de crème solaire serait donc presque inutile pour le reste de la population. Pourtant, des études scientifiques sérieuses ont montré que des groupes de personnes utilisant une lotion de protection sont moins sujets à des mélanomes, premier marqueur d'un cancer de la peau. Mais ce n'est pas tout. Pour le reste, il y a un paradoxe. On commence à se rendre compte que des expositions multiples au soleil, quand on a un mélanome, entraînent des mélanomes beaucoup plus bénins. En somme, plus on a pris de soleil, moins le mélanome est grave, détaille-t-il sur le plateau du grand journal de Canal+. Une étude américaine diffusée par Science et Avenir, menée sur 100 000 femmes pendant 20 ans, avait pourtant montré que 5 coups de soleil graves avant 20 ans suffisaient pour multiplier le risque de mélanome par 3. Alors, dans cet article, il y a quelque chose de curieux. Le professeur Raoult dit qu'il faut éviter les coups de soleil, et la dernière étude qu'on vous présente, ce sont des gens qui ont pris des coups de soleil. Donc on ne voit pas comment l'étude vient contredire le professeur Raoult. Mais il y a surtout quelque chose qui m'amuse, parce que vous le savez, j'habite en Australie. Et que nous conseillent aujourd'hui les médecins australiens? De nous exposer sans crème solaire au soleil. Alors, il faut éviter, nous disent-ils, moi je parle seulement sous le couvert des médecins australiens, il faut éviter les heures où les UV sont au-dessus de 3, il faut s'exposer 20 minutes, et ils nous expliquent que maintenant, ils ont bien compris que les mélanomes étaient souvent dus à la génétique. Et le professeur Raoult ne contredit pas, en effet, ce qu'on dit aujourd'hui dans la science. C'est-à-dire que nous avons sur un plateau quelqu'un qui n'est pas médecin, quelqu'un qui n'est pas au courant des dernières découverte de la santé, et qui contredit le professeur Raoult qui, lui, s'appuie sur des études. Ils essaient toujours de le contredire en se ridiculisant. Mais il y a quelque chose de bien plus grave dans le message d'Agnès Buzyn. On va reprendre ces SMS qu'elle livre dans son livre. Bien arrivé, dit-elle, armé au top pour l'accueil sur la base d'Istres, beaucoup d'enfants très émouvants, et le dingue de Marseille... Professeur Raoult, donc, est bloqué comme attendu par les gendarmes à l'entrée du centre, prêt à sauter sur nos compatriotes avec ses seringues. Et ce n'est pas une blague, il est vraiment fondu ton pote, le Premier ministre, c'est Édouard Philippe. J'avais prévenu, il est en train de se répandre dans la presse. Vous ne les trouvez pas étonnants, ces SMS d'Agnès Buzyn adressés à Édouard Philippe? J'ai l'impression d'assister à un plan média avec des propos qui construisent un narratif. Ce narratif, c'est que le professeur Raoult est un charlatan, un véritable dingue, comme si on essayait de détruire sa stature pour empêcher le professeur Raoult de dire ce qu'il pense de tout ce qui va se passer le 2 octobre. Regardez les éléments de langage. Le dingue de Marseille, une périphrase psychiatrisant le professeur Raoult, qui va être reprise, il est vraiment fondu ton pote. Propos tenus par Édouard Philippe. Est-ce que vraiment ces deux-là ont tenu ce genre de propos? J'en doute un petit peu, parce que fondu ton pote, cela ressemble à ce qu'on appelle un effet de réel, c'est-à-dire quelque chose qui fait vrai, mais qui dans la formulation est trop artificielle. Oui, je doute véritablement qu'Édouard Philippe ait pu prononcer ce mot. Et c'est cette même Agnès Buzyn qui, sur le plateau de la 5, explique « Oh là là, il faut mettre de côté ce genre de personnages, il faut faire en sorte de les empêcher de nuire. » Inversion accusatoire. La réalité, c'est qu'Agnès Buzyn a été en dessous de tout pendant le début de la pandémie. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle Maître Divisio. Parce que lorsque les militaires de Wuhan débarquent dans l'Oise, Didier Raoult donc voulait les tester. Il n'a pas eu accès aux militaires. Mais on se rappelle qu'il y a eu le premier cluster dans l'Oise. Peut-être que si on avait laissé faire Didier Raoult, on aurait évité cela. Et quand on écoute les propos d'Agnès Buzyn, il y a contradiction avec ce qui a été dit par les autorités françaises. Notamment, est-ce que les civils ont-ils été réellement testés? Est-ce qu'on a la preuve? Est-ce qu'on en a la preuve réelle? Le doute est ici permis à lire les propos d'Agnès Buzyn. Didier Raoult a été refoulé, dont acte. Mais dans l'enceinte, y avait-il des militaires qui n'ont pas été testés finalement? En d'autres termes,
A-t-on empêché Didier Raoult de tester des gens qui n'auront pas été finalement? Voilà, tous les éléments sont en place. Vous avez compris, Agnès Buzyn réécrit l'histoire pour se disculper. Elle a raté la gestion du début de cette pandémie et elle accuse donc le professeur Raoult qui n'a eu aucun pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire qu'elle accuse un innocent de ses propres fautes. On a l'habitude avec ce gouvernement. Et elle participe également à un plan média contre le professeur Raoult pour lancer la campagne dont je vous ai parlé. Et puis, dans cette interview sur France 5, il y a quelque chose qui m'a rendu vraiment furieux. Agnès Buzyn se félicite du premier confinement. Est-ce que ce confinement a été évalué comme il faut? Parce que lorsqu'on écoute les plus grands épidémiologistes du monde, eh bien, ils nous disent tous que les confinements sont inutiles et dangereux. Je vous renvoie notamment à l'entretien que j'avais tourné au sujet des cancers qui n'avaient pas été dépistés et de tous les problèmes psychologiques des gens qui étaient restés enfermés. Une véritable honte. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui notre ministre de la Santé, eh bien on est toujours dans la même logique. Le préservatif pour les moins de 6 ans. SOS Freud, qui nous préservera de ces dingues du lapsus linguae? Maître Gilbert Collard suggère un inconscient bien particulier pour ce macroniste. Je vous laisse seul juge. Mais que fait un macroniste lorsqu'il est pris en faute? Est-ce qu'il la reconnaît? Il s'excuse? Pas du tout. Il retourne la faute sur vous. C'est vous qui avez mal entendu. Et pourtant, je vous mets l'extrait dans ma description. Il n'y a aucun doute possible. J'ai l'impression que mon accent du midi a fait entendre à certains 6 ans au lieu de 26 ans. Il fallait évidemment comprendre 26, mais de qui se moque-t-il? Tout le monde a entendu 6 ans, il n'y a pas d'accent du midi qui tienne. Nous avons affaire à un macroniste incapable de s'excuser, incapable de reconnaître la moindre faute, mais nous avons l'habitude. Nous allons maintenant ouvrir la page Louis Fouché. Vous savez peut-être la nouvelle, les réseaux sociaux en ont abondamment parlé. Louis Fouché sera jugé par une commission disciplinaire suite à une accusation portée par le Conseil national de l'Ordre des médecins le jeudi 19 octobre à 14 h. Et il a besoin de nous. Je vous mets dans ma description une vidéo qui vous explique comment aider Louis Fouché. Vous savez tous que Louis Fouché était dans le collimateur de la presse aux ordres. J'ai souvent essayé de le défendre sur les réseaux sociaux et je me rappelle de cet article de la Provence. Coronavirus, le complotiste Louis Fouché quitte l'AP-HM. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la presse aux ordres qualifie Louis Fouché de complotiste. Eh bien, parce qu'il était contre le masque en extérieur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait à peu près consensus dans le monde médical. Pour le coronavirus, il n'est pas nécessaire, en tout cas en Australie, c'est ce qu'on nous a expliqué, il n'est pas nécessaire d'utiliser un masque. C'est ça un complotiste? Alors, je voudrais quand même remercier le professeur Raoult, Louis Fouché. Ils ont tenu contre vent et marée. Ils ont tenu contre les campagnes de diffamation, contre les journalistes aux ordres, contre les pressions de toutes sortes, contre les barbouzeries. On se souvient de professeur Raoult, des reportages à charge contre lui, contre la diffamation. Le professeur Raoult a été menacé de mort. Ils ont tenu bon. Alors évidemment, pour moi, ce sont des héros. Et puis ils ont surtout fait leur devoir de médecin. On peut remercier Didier Raoult pour avoir soigné, et Louis Fouché a sauvé des vies en dénonçant l'intubation invasive, en pratiquant l'oxygène à haut débit. L'ordre des médecins le poursuit. Voilà, c'est comme cela qu'on est récompensé d'avoir aidé les patients, de les avoir soignés. Enfin, nous allons aborder la troisième figure. C'est quelqu'un dont je vous ai souvent parlé dans les entretiens, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle confirme au micro d'André Berkoff, non, Macron n'est pas vacciné, c'est la vérité absolue et mes sources ont des preuves. Eh bien, il faut féliciter Jean Lassalle parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il a dû être intimidé, il a dû recevoir de sacrées pressions. Eh bien, il n'a pas mis genou à terre, il est resté droit le Béarnais, fidèle à ses traditions, fidèle à ses valeurs. Vraiment un coup de chapeau. Et il ne faut pas oublier pourquoi Jean Lassalle est en colère contre Emmanuel Macron. Il avait expliqué plusieurs fois dans les médias qu'il avait été victime d'effets secondaires. Jean Lassalle demeure convaincu que c'est le vaccin Johnson qui a provoqué les problèmes de santé dont il a été victime et qui lui ont valu 4 opérations du cœur.
une conviction qu'il exprimait déjà le 6 juin 2022 dans le cadre d'un court entretien livré à Sud-Ouest et qu'il réaffirmait en octobre 2022. Moi, j'ai pas eu le Covid, j'ai eu le vaccin, il a failli me tuer. Encore une fois, bravo à Jean Lassalle. Eh bien, on va terminer cette vidéo sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous le savez, vole de victoire en victoire. Ah bah si. Écoutez, Emmanuel Macron, pourquoi il est si difficile de qualifier un conflit armé de victoire ou de défaite? L'opération Barkhane contre les groupes terroristes au Sahel est une victoire, a redit Emmanuel Macron le 24 septembre. Mais le départ contraint des forces françaises du Niger semble a priori prouver le contraire. Et oui, Emmanuel Macron transforme ses défaites en victoires. C'est pour ça qu'il vole de victoire en victoire. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.